L'ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a sous-entendu dimanche avoir nominé comme candidat aux législatives de mai l'ex-président Jacob Zuma. L'homme avait été emporté en 2018 par des scandales. Au Bénin, le paysage politique enregistre la naissance d'un nouveau mouvement politique dénommé Mouvement citoyen du Bénin. Son congrès constitutif a eu lieu ce samedi à Cotonou. Enfin, la Guinée a accepté d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations CAN en 2025 plutôt qu'en 2023. Elle entérine ainsi un glissement du calendrier après le retrait de l'édition 2019 au Cameroun. C'était là le sommaire de cette nouvelle session de l'information sur SICA. Bienvenue, bonsoir. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC, a sous-entendu dimanche avoir nominé comme candidat aux législatives de mai l'ex-président Jacob Zuma, emporté en 2018 par des scandales. Une sortie qui surprend alors que la formation s'était engagée à ne pas présenter de personnes impliquées dans des affaires de corruption. Les précisions. L'ANC a convenu que ces candidats aux législatives ne doivent pas avoir fait preuve d'indiscipline ou avoir été impliqués dans la corruption, a déclaré le porte-parole du parti lors d'une conférence de presse à Durban. Mais interrogé pour savoir si Jacob Zuma figurait sur la liste, l'ANC a sous-entendu qu'il l'était. Nous en sommes encore à l'étape où chaque candidat doit accepter ou décliner sa nomination, a expliqué le porte-parole du parti. Nous ne voulons pas miner ce processus. Nous attendons que lui, le candidat Zuma, et les autres candidats nous fassent savoir s'ils acceptent ou pas leur nomination, a-t-il ajouté. Jacob Zuma, président de 2009 à 2018, a été contraint sous la pression de son parti, l'ANC, de démissionner en février dernier en raison des scandales de corruption dans lesquels il était empêtré. L'ancien président reste cependant très influent au sein de l'ANC, où les camps pro et anti-Zuma continuent de s'affronter. La liste des candidats de l'ANC aux législatives, qui n'a pas encore été rendue publique, doit renforcer l'intégrité du parti de feu Nelson Mandela, a encore assuré le porte-parole du parti. La liste qui compte pour moitié des femmes doit encore être approuvée par la direction de l'ANC, ce qui devrait intervenir d'ici la fin janvier, a précisé le porte-parole. Le parti a enregistré un revers historique lors des élections locales de 2016 où il a perdu les villes emblématiques comme Pretoria et Johannesburg. En République démocratique du Congo, la commission électorale a annoncé ce dimanche qu'elle faisait durer l'attente avant de proclamer le nom du successeur du président. Joseph Kabila Kabange affirme n'avoir traité que 53% des bulletins de vote. La commission électorale nationale indépendante, CENI, s'est réunie en plénière ce dimanche à Kinshasa pour évaluer précisément le processus de compilation des résultats. À l'issue de cette réunion, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a indiqué lors d'une conférence de presse que la commission n'avait centralisé qu'un peu plus de la moitié des bulletins de vote, ce qui est trop peu pour annoncer des résultats même provisoires. Annoncé pour ce 6 janvier 2019, la publication des résultats provisoires ne peut intervenir ces jours. Nous demandons à l'opinion nationale de garder patience le temps de la consolidation de toutes les données. Corneille Nangaa a également dénoncé les pressions sur la CENI, y compris celles venues de l'étranger. Il y a des diplomates qui s'évertuent de nous menacer. Ceux qui pensent qu'ils peuvent influencer la décision de la CENI, non, la CENI va annoncer les résultats conformément à la loi. La commission électorale nationale indépendante n'a annoncé aucune nouvelle date pour la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier en République démocratique du Congo, initialement prévue ce dimanche. On reste en RD Congo où la passe d'armes se poursuit entre la conférence épiscopale SENCO et la commission électorale CENI, accusée par la CENI de donner des tendances, de violer les lois et de finalement préparer un soulèvement. L'Église catholique a répondu par courrier.
Alors que la République démocratique du Congo est toujours dans l'incertitude sur la date de publication des résultats provisoires de la présidentielle, la passe d'armes se poursuit entre la conférence épiscopale et la commission électorale. Pour mémoire, le jeudi 3 janvier dernier, la CENCO mettait en demeure la CENI de donner des vrais résultats sortis des urnes et assurait connaître le vainqueur de la présidentielle sans préciser son nom. Au lendemain de cette déclaration, la CENI avait écrit au président de la CENCO pour protester, accusant l'Église catholique de donner des tendances, de violer les lois et de finalement préparer à un soulèvement. Étant interpellé par le président de la CENI, Monseigneur Outembi, a répondu affirmant que le courrier de Corneille Nangaa est tombé à point nommé alors que tous les archevêques et évêques délégués du pays étaient réunis dans le cadre de leur comité de suivi du processus électoral. C'est donc dans ce cadre que votre lettre a été examinée, précise le président de la conférence épiscopale. Les évêques du Congo se disent surpris par les allégations de violer systématiquement les lois alors qu'ils n'ont jamais donné de tendance ou de résultat. Ils s'étaient bien gardés de transmettre le nom de l'heureux élu ou même de dire publiquement s'il était de l'opposition ou de la majorité. Aussi, il rappelle que l'objectif de l'observation citoyenne, c'est de crédibiliser le processus électoral et de contribuer à la légitimation des institutions élues. Dans sa missive, le président de la conférence épiscopale dit « Osez croire que cet objectif est une matière d'intérêt commun avec la CENI. Quant au fait d'accuser la CENCO de préparer un soulèvement, le jugement des évêques est sans appel. » Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit en Gambie. La commission Vérité et Réconciliation, promise par le président Adama Barrow, entame ses audiences ce lundi à Banjul. Cette structure doit enquêter sur les violations des droits humains commis lorsque l'ancien président Yaya Jammeh était au pouvoir de 1994 à fin 2016. Chargé d'enquêter sur les violations des droits humains commis lorsque l'ex-président gambien Yaya Jammeh était au pouvoir de 1994 à fin 2016, la commission Vérité et Réconciliation entame ses audiences ce lundi à Banjul. Les 11 commissaires de la dite commission ont sélectionné un témoin pour revenir sur un fait marquant qui remonte au 22 juillet 1994 où Yaya Jammeh, alors âgé de 29 ans et soutenu par 4 officiers, renverse le président Daouda Jawara, le père de l'indépendance de la Gambie. Un coup d'État sans effusion de sang. Néanmoins, c'est un épisode important pour replonger dans le contexte des années 90. On ignore encore l'identité du témoin qui va s'exprimer, mais la commission le décrit comme un participant actif à ce putsch. Selon le secrétaire de la commission Vérité et Réconciliation, les incidents majeurs vont être traités de manière chronologique. Nous allons d'abord camper le décor et revenir sur le début de ces 22 ans de dictature, explique-t-il. Le mandat de notre commission est de mener des enquêtes et de répertorier l'ensemble des violations des droits de l'homme commises entre juillet 1994 et fin 2016. Notre but est de rendre justice aux victimes et d'éviter que d'autres incidents de ce type ne se reproduisent, précise-t-il. Les audiences sont ouvertes au public. Inaugurée en octobre dernier, cette commission, qui a un mandat de 2 ans, a été créée par les autorités pour répondre aux interrogations des familles de victimes de disparitions forcées ou de torture. Car jusque-là, aucune enquête n'a jamais été entreprise sur ces faits. Les Camerounais se prononcent quelques jours après la nomination du nouveau Premier ministre, chef de gouvernement et le réaménagement ministériel intervenu le 4 janvier dernier à la faveur de ce décret. Plusieurs ministres ont connu des promotions, d'autres ont été mutés à d'autres départements ministériels, tandis que certains ont tout simplement quitté le gouvernement. Un gouvernement qui sera conduit par Dion Ngouté Joseph, qui aura pour mission de conduire le Cameroun vers les grandes opportunités, comme l'a rappelé Paul Biya lors de son discours de fin d'année suivant des Camerounais au micro de Narcisse Oum, notre correspondant dans la région. Le remaniement du président Paul Biya, en fait, ça a été parce qu'il a essayé de voir, il a essayé d'équilibrer. Tout le monde a été satisfait, les jeunes sont dans le remaniement. C'est ce qu'on veut de lui. À ma lecture, j'ai constaté quand même qu'il y a certains ministres qui sont quand même encore jeunes, tels que le ministre Basilekin. J'espère que cette jeunesse pourra apporter une certaine impulsion, n'est-ce pas, dans la manière de fonctionner de notre gouvernement. Par rapport à nous ici, ce que nous on connaît, c'est qu'on veut le changement. Si ce qu'il est en train de faire, il est sûr que ça va faire le changement.
Le remaniement qui est là, il a pris des gens auxquels c'est lui qui fait le choix. Il fait la tri. Alors ce remaniement ne m'intéresse pas parce que vraiment, il ne peut que prendre ceux qui vont l'épauler et ceux qui vont le soutenir. Le soutien du peuple n'est pas avec lui. Nous pensons que c'est pas vraiment ce que nous, on s'attend pour le changement dans notre pays. Je l'ai annoncé en titre au Bénin, le paysage politique enregistre la naissance d'un nouveau mouvement politique dénommé Mouvement citoyen du Bénin. Son congrès constitutif a eu lieu samedi dernier à la Maison du Peuple d'Agla, c'est à Cotonou. Aller plus loin, c'est encore possible. C'est autour de ce slogan que les initiateurs du mouvement citoyen du Bénin prônent une aube nouvelle pour le pays. Les citoyens de ce pays, dont nous sommes une partie importante, vivent une précarité sans égale. Tous les domaines de l'État sont impactés. L'emploi, la santé, l'éducation et la formation. L'État ne joue pas son rôle protecteur des plus faibles. Réunis à la Maison du Peuple d'Agla lors du congrès constitutif, hommes, femmes et jeunes nourrissent l'ambition de restaurer les valeurs citoyennes au Bénin pour sortir de la précarité. Nous allons parvenir à transformer notre destin. Il nous faut juste le courage. C'est le prix à payer. Celui qui n'a un jour osé changer n'a pas le droit de se plaindre de la médiocrité de son existence, dit Abraham Lincoln. Le mouvement citoyen du Bénin se veut une école de citoyenneté pour produire des citoyens engagés, actifs qui vont œuvrer pour l'émergence du pays. Car ici, l'inaction vaut défaite. Le mouvement citoyen qui est né aujourd'hui se veut une école de citoyenneté pour amener nos compatriotes à être de vrais citoyens. Il est temps pour que les citoyens engagés puissent dominer notre société. Ce n'est que le gage de la prospérité partagée. Les acteurs politiques, les mouvements amis et autres activistes de la restauration des valeurs de la démocratie ont soutenu le jeune mouvement à travers diverses déclarations. La classe politique doit compter désormais avec ce mouvement de jeunes engagés pour la restauration des valeurs citoyennes. Une note de sport pour mettre un terme à ce journal. La Guinée a accepté d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations Cannes en 2025 plutôt qu'en 2023, entérinant un glissement du calendrier après le retrait de l'édition 2019 au Cameroun. L'annonce a été faite ce lundi par la Confédération africaine de football, CAF. Je me réjouis de l'acceptation du décalage de l'organisation de la CAN en Guinée pour 2025 et je suis fier que le président de la République de Guinée, Alpha Condé, ait lui-même accepté le décalage, a déclaré à Conakry le président de la CAF, Ahmad Ahmad, après avoir rencontré le chef de l'État guinéen dimanche soir. Sincèrement, nous sommes ravis et par solidarité avec la CAF et par discipline, nous acceptons cette décision, a déclaré lundi à l'AFP le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Kiridi Bangoura. Mais nous voulons que ce soit la Fédération guinéenne de football, FEGIFOOT, qui nous saisisse officiellement de cette décision de la CAF, même si cela a été discuté directement avec le président, a-t-il ajouté. En 2014, la CAF avait attribué les 3 prochaines CAN d'un coup, 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. Or, après le retrait de l'organisation au Cameroun en 2019, la CAF a décidé de procéder à un décalage attribuant l'édition 2021 à ce pays et l'édition 2023 à la Côte d'Ivoire, ce qui laissait en suspens le sort de la Guinée. L'Égypte et l'Afrique du Sud se sont portés candidats pour organiser l'édition 2019 dans moins de 6 mois. Le Maroc, pourtant pressenti comme un postulant sérieux, n'a finalement pas fait acte de candidature. La CAF doit prendre sa décision mercredi lors d'une réunion de son comité exécutif à Dakar au lendemain de la désignation du Ballon d'Or africain de l'année. Et ce sera tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.